suis sûre que tu t'es déjà demandé pourquoi ta copine, qui est hyper fan de pâtes, ne prend pas un gramme, alors que toi, tu prends 2 kilos rien qu'en passant devant la vitrine de ta boulangerie préférée. Bah reste avec moi parce qu'aujourd'hui, j'ai peut-être un début d'explication pour toi. Donc moi, je suis Ludivine Courcelles, kinésithérapeute, ostéopathe formée en micronutrition et je me suis spécialisée dans la santé des femmes après 40 ans. Ici, on ne compte sûrement pas les calories, par contre, on apprend à réguler son corps pour être en meilleure santé et en meilleure forme. Et aujourd'hui, on va parler de nutrigénomique. Alors, c'est quoi ça? En gros, on va parler d'ADN et de gènes. Et plus particulièrement, je vais vous parler du dernier bouquin que j'ai lu, qui est Je mange selon mes génotypes, du docteur Georges Mouton et Julie Lioré. Et dans ce bouquin, ils vont plus particulièrement parler de trois gènes, l'ApoE, l'AMI1A et la DIO2, qui vont influencer notamment comment on métabolise ce qu'on mange et plus globalement aussi le dynamisme de notre métabolisme. Donc revenons un petit peu sur ces gènes et on va commencer par le gène ApoE. ApoE a trois variantes qui vont modifier la façon dont on métabolise ce qu'on mange. Et notamment, ça va impacter le métabolisme des graisses, du cholestérol, et ça va aussi impacter notre risque de maladie cardiovasculaire. Donc, dans sa variante ApoE4, pour les porteurs du gène ApoE4, on va stocker plus facilement les graisses saturées, celles qu'on retrouve la plupart du temps dans les produits animaux. Et donc, ce sont des personnes qui vont aussi avoir plus de risques de développer des taux élevés de cholestérol sanguin. C'est un gène qu'on peut retrouver par exemple dans les cas de dyslipidémie familiale, c'est-à-dire quand on fait du cholestérol de père en fils, de mère en fille, etc. Ce sont aussi des personnes qui ont un risque de maladie cardiovasculaire plus élevé et aussi un risque de développer la maladie d'Alzheimer plus élevé. D'un autre côté, on a le gène ApoE2 et ces porteurs ont une meilleure tolérance aux graisses, mais ils vont avoir tendance à avoir des taux de triglycérides plus élevés. En fait, ils vont être plus sensibles aux glucides. Et au milieu, on aura les porteurs de gène ApoE3 qui, eux, vont bien s'en sortir avec une alimentation équilibrée. Il ne faut pas oublier qu'en plus, on est porteur de deux allèles de chaque gène, donc vous pouvez très bien avoir un allèle ApoE4, un allèle ApoE2, ça complexifie encore le game, mais voilà, ici on va synthétiser. Donc selon le gène ApoE dont on est porteur, eh ben, le beurre, l'huile d'olive ou les pâtes, ça va pas du tout avoir le même effet, on va pas les métaboliser de la même manière. Ensuite, il y a le gène DIO2. Pour synthétiser, on peut avoir une version du gène DIO2 très performante et une autre version moins performante. Le gène DIO2 va influencer ce qu'on pourrait appeler la vitesse métabolique. En fait, il va coder pour l'enzyme qui transforme l'hormone T4 de la thyroïde en hormone T3, qui est l'hormone active. Donc si vous avez la variante qui est lente, on n'aura pas une bonne conversion en T3, qui est l'hormone active, et donc on aura un métabolisme ralenti, une tendance à la fatigue, à la frilosité, à la constipation, et grosso modo un profil d'hypothyroïdie fonctionnelle. Pour les personnes qui ont la chance d'avoir la variante rapide, ces personnes brûlent plus vite l'énergie, elles ont un métabolisme plus rapide, et d'un autre côté, elles peuvent aussi s'épuiser si elles ne mangent pas assez. Donc le gène d'AIO2, ça va un peu définir si tu es plutôt type véhicule diesel un peu long au démarrage ou si tu es une voiture de course. Le troisième gène dont les deux auteurs parlent dans ce livre, c'est le gène AMI1A. Celui-là, il va définir notre rapport aux glucides. Donc typiquement, si tu peux être cette femme qui mange des pâtes matin, midi et soir et qui prend pas un gramme, ou si tu es cette femme qui prend 2 kilos en passant devant la vitrine de la boulangerie. Pourquoi? Parce que c'est le gène qui code pour l'enzyme qu'on appelle l'amylase salivaire, qui est chargée de la digestion des glucides. Plus on a de copies de ce gène, plus on est en capacité de digérer les glucides. En gros, si on a peu de copies, chaque assiette de pâtes, ça va faire exploser la glycémie à chaque fois. Et donc, ce seront aussi des personnes qui seront plus disposées à faire une résistance à l'insuline ou un diabète de type 2. Ça pourrait expliquer pourquoi il y a des familles de diabétiques. Je parle bien du diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est différent, c'est une maladie auto-immune. Mais quand on parle du diabète de type 2, on voit bien qu'il y a des familles de diabétiques. On peut logiquement se demander si ce gène ne participe pas à cette hérédité. En gros, je sais, c'est pas juste, mais il y en a qui naissent pour être des pasta lovers, et d'autres, non, c'est pas possible. En tout cas, pas sans dommages collatéraux. Et donc, vous l'aurez compris, on n'est pas soit un gène ApoE, soit un gène AMI1A, soit un gène DIO2. On est une combinaison de ces trois gènes-là, et plus largement de tout un tas de gènes. Il y a trois gènes, pour chaque gène, il y a plusieurs variantes. Donc effectivement, ça fait un nombre considérable de combinaisons possibles. Eh bien, les auteurs ont combiné ces trois gènes et mis en place une espèce d'échelle, ou en tout cas d'indice alimentaire.
Donc voilà, ils ont établi plusieurs combinaisons possibles avec à chaque fois un indice correspondant. Cet indice va révéler d'un côté de l'échelle si on doit manger en fonction de cette combinaison plutôt gras ou plutôt glucidique à l'autre bout de l'échelle. Donc d'un côté de cette échelle, il y a ceux qui tolèrent bien les graisses et leur alimentation doit bien sûr être plus riche en bons lipides, c'est-à-dire l'huile d'olive, les poissons gras, l'avocat, etc. Par exemple, ça sera les personnes qui sont porteuses d'une combinaison ApoE2 ou E3, une DIO2 forte, c'est-à-dire voiture de course, avec peu de copies du gène AMI1A. Donc ces gens-là supportent très peu les glucides. Par contre, ils ont une bonne tolérance aux bonnes graisses, donc on les orientera plutôt vers un régime low carb, high fat ou cétogène. À l'autre extrême, il y aura donc les gens qui digèrent mieux les glucides et ne tolèrent pas ou très mal le gras. Ces personnes, elles doivent privilégier les féculents complexes et réduire vraiment au maximum les graisses saturées au risque de développer des maladies cardiovasculaires ou des maladies neurodégénératives. Donc ce sont les gens qui par exemple auraient une combinaison ApoE4, DIO2 voiture de course, toujours hein, de toute façon l'autre version est un peu pourrie, avec de nombreuses copies du gène AMI1A. Et entre ces deux extrêmes, eh ben, on pourrait dire que c'est 50 nuances de gris. En gros, tout ça pour dire qu'il n'y a pas un modèle alimentaire qui peut correspondre à tout le monde. Il y a ton modèle qui est inscrit dans ton ADN. Et c'est pour ça qu'on peut partir de grands modèles. Moi, j'aime bien me servir de la chronobiologie alimentaire, du jeûne intermittent, mais il va toujours falloir les adapter en fonction de la personne. Pour les adapter, pas besoin d'aller faire des tests génétiques. Pour moi, c'est toujours intéressant de le faire. Et puis, un test génétique, c'est fait une fois. Vous êtes sûr que ça ne va pas changer dans votre vie. Mais en tout cas, sans test génétique, il suffit de se fier à son ressenti et aux résultats d'expérience qu'on peut faire. Si je mange beaucoup de pâtes, qu'est-ce qui se passe? Si je mange beaucoup de gras, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans ma famille, il y a plusieurs diabétiques? Est-ce que dans ma famille, il y a beaucoup d'antécédents de maladies cardiovasculaires? Est-ce que dans ma famille, il y a des antécédents d'Alzheimer? Tout ça, évidemment, ça va orienter. Et aussi, dans tout ça, quels sont les profils à plus fort risque de surpoids? Eh bien, ce seront les profils ApoE4, parce que c'est un profil qui favorise le stockage des graisses saturées. C'est un profil aussi qui a un risque cardio-métabolique non négligeable. Ce seront aussi les profils avec une DIO2 lente, parce que là, on a carrément un ralentissement du métabolisme, donc on brûle moins d'énergie, donc plus tendance au stockage, parce que la conversion de T4 en T3 n'est pas très efficace. Et puis, ça sera aussi les profils avec un faible nombre de copies du gène AMI1A. Dans ce cas-là, il y aura une mauvaise tolérance aux glucides et aux amidons, c'est-à-dire que chaque assiette de pâtes va entraîner une montée en flèche de la glycémie, de l'insuline, qui est l'hormone du stockage. Là encore, ça sera associé à plus de risques d'obésité, mais aussi de diabète de type 2. Et le risque maximal, ça sera une combinaison ApoE4, peu de copies de l'AMI1A et une DIO2 lente. Là, il y aura une mauvaise tolérance aux graisses, il y aura une mauvaise tolérance aux glucides, avec en plus un métabolisme lent. Résultat, ça sera une tendance au stockage, une difficulté de la résistance à la perte de poids et une forte vulnérabilité à l'obésité et au syndrome métabolique. Voilà pourquoi parfois, même avec la meilleure volonté du monde, même avec le meilleur accompagnement du monde, certaines personnes ont du mal à perdre du poids. D'un autre côté, heureusement, on va revenir sur des choses un peu plus gaies. Il y a aussi des profils beaucoup plus protecteurs. Quand vous êtes porteur du gène ApoE3 ou sur les deux allèles E2, E3, quand vous avez beaucoup de copies du gène AMI1A et quand vous avez une DIO2 qui est rapide, qui est performante, une voiture de course, et bien là, vous avez un métabolisme qui est beaucoup plus flexible, vous avez une meilleure gestion des glucides et des lipides, vous avez moins de risques de surpoids et moins de risques de santé. Donc oui, c'est vrai, on ne part pas toutes et tous avec le même potentiel. Mais attention, il faut prendre en compte évidemment la génétique, mais il ne faut pas oublier l'épigénétique. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus, je vous les remettrai en description. L'épigénétique, ça dit que votre environnement conditionne l'expression de vos gènes. Donc par-dessus tout ça, ce qui est très important, évidemment, c'est votre mode de vie. C'est pas parce que vous avez un bon profil au départ que vous pouvez faire n'importe quoi. Votre corps sera certainement plus résilient et va mieux digérer, sans mauvais jeu de mots, vos excès, mais ça ne vous protégera pas à long terme de certains dérèglements. Donc toujours pareil, attention à votre alimentation, gérez votre stress, gérez votre sommeil et pratiquez une activité physique si vous voulez rester en bonne santé. Ne maltraitez pas votre corps sous prétexte qu'il part avec de bonnes prédispositions. Et comme je le disais tout à l'heure, si on ne connaît pas son génotype, si on n'a pas fait de test génétique, il suffit d'observer. Comment je réagis après un repas riche en pâtes? Est-ce que je somnole? Est-ce que ça a un impact particulier ou pas?
Est-ce que j'ai senti que les glucides me faisaient grossir? Comment est ma prise de sang? Et puis, il faut aussi s'écouter. Comment est mon énergie? Comment est mon sommeil? Comment est mon transit? Et puis, on adapte. Si on sent que les pâtes, ça nous fait ballonner, il y a un truc qui se passe moins bien. Peut-être qu'il faut diminuer sa consommation de pâtes. Si on tolère mal les repas gras et que le lendemain, on sent que le transit, c'est pas top, pareil, on s'adapte. On sait que c'est pas adapté à notre corps. Donc, ce livre, c'est vraiment une invitation à respecter son unicité biologique. Chaque être humain est différent. Peut-être ta copine peut manger des pâtes sans grossir, peut-être toi tu peux pas. C'est comme ça. Je ne veux pas que ce discours soit fataliste, je veux juste qu'il vous aide à comprendre que votre corps n'a simplement pas les mêmes besoins, pas les mêmes capacités que votre copine. Et ce que j'adore justement dans cette approche de Georges Mouton et Julie Lioré, c'est qu'elle met fin aussi à une certaine forme de culpabilité. C'est pas toujours une question de volonté. Peut-être que tu as juste suivi une méthode qui n'était pas du tout adaptée à ta génétique. En tout cas, si tu veux comprendre pourquoi ton corps résiste encore après 40 ans, si tu veux comprendre comment l'observer, tu peux cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description. Tu auras accès à une vidéo gratuite que j'ai faite là-dessus. Regarde-la et si ça résonne, tu auras la possibilité de réserver un appel découverte avec mon équipe pour savoir comment je travaille. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je ne sais pas si elle t'a donné envie de lire le livre, qui est peut-être pas un livre grand public. Enfin, en tout cas, il faut vraiment que le sujet euh, te passionne. Il est peut-être plutôt pour les professionnels. Mais en tout cas, j'espère que le résumé que j'ai essayé ici d'en faire pour le grand public t'a plu. Si c'est le cas, tu peux liker, tu peux mettre un commentaire d'ailleurs aussi. N'hésite pas évidemment à t'abonner, ça soutient ma chaîne. Tu peux activer la cloche si tu ne veux pas louper ma vidéo de dimanche prochain, 18 h. D'ici là, soyez douce avec vous-même.